Le béton est un matériau hétérogène. Il est composé de gravier, sable, liant, généralement le ciment, l'eau et éventuellement d'adjuvants. Il présente des caractéristiques à l'état fluide et des caractéristiques à l'état solide. Des caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques, thermiques, etc. Sur le plan mécanique, le béton présente une caractéristique positive, à savoir une bonne résistance à la compression, et deux caractéristiques négatives, une mauvaise résistance à la traction et un comportement fragile. Si on considère une poutre en béton, sous l'influence du chargement, on va voir la création de deux zones de contrainte, une zone de compression dans la partie supérieure et une zone de traction dans la partie inférieure. Étant donné que le béton présente une mauvaise résistance à la traction, donc on va voir l'apparition de fissures dans la partie inférieure, ce qui va entraîner la rupture de la poutre. Le diagramme suivant illustre en fonction du temps la résistance du béton à la compression en bleu et la résistance du béton à la traction. On constate que la résistance à la traction est très faible par rapport à la résistance à la compression. On distingue deux types de matériaux, matériaux fragiles et matériaux ductiles. Un matériau fragile a une faible déformation à la rupture. Par contre, un matériau ductile présente une grande déformation à la rupture. Le diagramme suivant illustre la différence entre le comportement d'un matériau fragile en bleu et le comportement d'un matériau ductile en rouge. On note qu'à l'inverse d'un matériau fragile, le matériau ductile présente une grande déformation à la rupture. À la question est-ce qu'on peut utiliser le béton pour la construction des éléments porteurs, la réponse est non. Pourquoi? Parce que bien que le béton présente une bonne résistance à la compression, il présente deux inconvénients majeurs, à savoir une mauvaise résistance à la traction et un comportement qui est fragile. Afin que le béton soit utilisé, il faudrait balayer ces deux inconvénients. La mauvaise résistance à la traction du béton et le comportement fragile du béton. Le principe du béton armé est d'ajouter une quantité minimale d'acier.
L'acier présente les qualités suivantes: une résistance très élevée en compression, une résistance très élevée en traction et un comportement ductile. Le principe de fonctionnement du béton armé est le suivant: l'ajout d'une quantité minimale d'armature va permettre d'un côté de reprendre les efforts de traction, de l'autre côté de fournir au béton un comportement ductile. De ce fait, on va éliminer les deux inconvénients du béton, à savoir sa mauvaise résistance à la traction et son comportement fragile. La relation béton-acier peut être résumée comme suite. L'acier va reprendre les efforts de traction et assurer un comportement ductile. Le béton va protéger l'acier de la corrosion. D'une façon générale, un calcul béton armé vise à déterminer une quantité minimale d'armature nécessaire. Lors d'un calcul béton armé, si l'ingénieur choisit une quantité d'armature inférieure à la quantité minimale exigée, un problème de sécurité sera posé. Par contre, si la quantité d'armature choisie est très grande par rapport à la quantité minimale exigée, un problème économique sera posé. Bien que le béton soit utilisé dans la majorité des constructions, il trouve des difficultés d'ordre technique ou bien économique pour le cas des éléments à une très grande portée. Exemple, les règles techniques qui gouvernent la conception et le calcul des ouvrages en béton armé sont BAL, béton armé aux états limites, le CBA, réglementation algérienne, et l'Eurocode 2. Le principe de la précontrainte consiste à appliquer un effort axial d'une façon correcte afin de créer des contraintes de compression. Ces contraintes vont éliminer les contraintes de traction dues aux différentes charges. La précontrainte vise soit à fortement limiter les efforts de la traction, précontrainte partielle, soit d'éliminer complètement les efforts de traction, précontrainte totale.
Dans un calcul relatif au béton précontraint, l'objectif est de déterminer l'effort de précontrainte appliqué. Cet effort doit être supérieur à une contrainte minimale et inférieur à une contrainte maximale. Il est à noter 3 types d'erreurs d'application de l'effort de la précontrainte. Cas numéro 1, une mauvaise application de l'effort de la précontrainte. Donc l'effort va introduire des contraintes de traction, en plus des contraintes de traction dues à la charge extérieure. Donc là, on va voir la rupture de l'élément. Deuxième cas, une bonne application de l'effort, mais la valeur de la contrainte appliquée est inférieure à la contrainte minimale nécessaire. De ce fait, après chargement, on va voir la rupture de l'élément. Troisième cas, l'effort est bien appliqué, mais la valeur appliquée est supérieure à la contrainte maximale. Donc on va voir la rupture à vide de l'élément, donc avant le chargement. Si on considère le cas d'une poutre de dimension B fois H, soumise à l'effet du poids propre et de la charge d'exploitation, la sollicitation est une flexion simple. La formule de la contrainte est donnée par M sur I fois Y, avec M sur le moment, max. Le I, c'est le moment d'inertie. Le Y, c'est la distance entre l'axe net et la fibre la plus éloignée. Si on trace le diagramme de cette fonction, on va voir un diagramme de l'allure suivante. Donc, on a des contraintes de compression dans la partie supérieure et des contraintes de traction dans la partie inférieure. Si on ajoute un effort centré de précontrainte, la valeur, c'est une compression simple, la valeur de sigma est donnée par P sur B, avec P c'est l'effort et B c'est la surface, donc c'est B fois H, petit b fois H. Si on trace le diagramme a l'allure suivante. Donc si on prend l'addition, on va voir un diagramme de l'allure suivante. En supposant bien sûr que la valeur de la compression est égale à la valeur de la traction. Donc dans le diagramme résultant, on constate l'absence des contraintes de traction. Il est à noter que l'application de l'effort de précontrainte est avant l'application du chargement, soit le chargement dû aux charges permanentes ou bien le chargement dû aux charges d'exploitation. Deuxième remarque, après l'application de l'effort de la précontrainte, il est possible d'obtenir 3 cas de diagramme des contraintes. Cas 1, compression. Cas 2, compression. Donc là, on a une précontrainte totale. Cas 3, une précontrainte partielle. Donc on note l'existence de contraintes de traction modérées que le béton peut supporter. Si on établit une petite comparaison entre le béton armé et le béton précontraint, il est possible de noter l'objectif c'est le même,
1. Supprimer les efforts de traction dans le béton. 2. Fournir au béton un comportement ductile. En béton armé, on a un mode de transfert des contraintes de traction entre le béton et l'acier. Par contre, dans le béton pré-contraint, on a l'application d'un effort de compression qui va créer des contraintes de compression qui vont éliminer les contraintes de traction. Deuxièmement, en béton armé, on cherche la quantité d'armature qu'il faut ajouter. En béton pré-contraint, on cherche l'effort de pré-contrainte appliqué. En béton armé, on a une quantité minimale d'armature qu'il faudrait ajouter. En béton pré-contraint, on a un effort appliqué qui doit être supérieur à une contrainte minimale et inférieur à une contrainte maximale. Avantage: une compensation partielle ou complète des actions des charges, une économie appréciable des matériaux, augmentation des portées économiques et une réduction des risques de corrosion. Inconvénients des bétons pré-contraints: la nécessité de matériaux spécifiques, la nécessité de main-d'œuvre qualifiée, la nécessité d'équipements particuliers, risque de rupture à vide par excès de compression et un calcul relativement complexe. Si je prends une poutre en flexion, si j'utilise le béton armé, donc j'ai une flexion simple. Par contre, si j'utilise le concept des bétons pré-contraints, j'ai une flexion composée. Domaine d'utilisation du béton pré-contraint: les bâtiments de dimensions importantes, les ponts, les réservoirs, les pieux de fondation, les terrans, les barrages, les ouvrages maritimes, etc. Règles: BPEL, béton pré-contraint aux états limites, et l'Eurocode. Considérons les trois dispositions suivantes. Comparer entre Q1, Q2 et Q3. Soit une poutre en béton de section rectangulaire 50 par 120 cm, soumise à M qui est égal à 0,80 MN. Premièrement, déterminer le diagramme des contraintes. Deuxièmement, vérifier la condition de la résistance si on considère la contrainte admissible en compression est égale à 14,2 MPa. La contrainte admissible en traction est égale à 2,1 MPa. Soit une poutre en béton pré-contraint de section rectangulaire 50 par 120 cm, soumise à M qui est égal à 0,80 MN et un effort centré de pré-contrainte qui est égal à 4 MN. Déterminer le diagramme des contraintes. Vérifier la condition de la résistance si on donne la contrainte admissible en compression 14,2 MPa et la contrainte admissible en traction
2,1 mégapascal. Soit une poutre en béton précontrainte de section rectangulaire 50 par 120 cm, soumise à M qui est égal à 0,80 MN et un effort excentré de précontrainte qui est égal à 1,231 MN. L'excentricité est égale à moins 0,45 m. 1. Détermine le diagramme de contrainte. 2. Vérifie la condition de la résistance. Soit une poutre de section rectangulaire 50 cm par 120 cm, l'élément est de classe 1. L'élément est soumis à un min 1,25 MN et à un max 3,2 MN. On donne P est égal à 5,1 MN. L'excentricité est égale à moins 0,44 m. Déterminer le diagramme des contraintes sous M min et M max. Soit une poutre de section rectangulaire, les dimensions c'est 100 cm et H c'est à déterminer, soumise bien sûr après contrainte. Déterminer la hauteur de la poutre, H. Déterminer la force de la précontrainte. Déterminer l'excentricité de la force de la précontrainte. On donne la contrainte limite de béton est égale à 0 pour la traction et 1200 tonnes par mètre carré pour la compression. Note, on néglige le poids propre de la poutre.